Mais salut tout le monde, bienvenue à votre émission. Quoi de neuf? Oui, ni bagaille qui passe en pays, qu'on a dit. Et là, nous allons nous intéresser au monde agricole. Ça, c'est moi-même qui a bon fait là, lutte des ouvriers agricoles de Martinique, fer de lance du combat pour la liberté et la dignité. Et j'ai à mes côtés Madame Claudette Duhamel, qui est vice-présidente du mouvement international pour les réparations. Alors Madame Duhamel, est-ce que c'est un combat qui porte ses fruits, combat de Kamene depuis temps et puis le... Bien sûr, tout d'abord, bonjour, je salue les téléspectateurs. Et c'est un travail qui porte ses fruits, plus qu'on ne peut le penser, parce que quand on voit un petit peu la réaction des gens qui sont un petit peu dans le collimateur, on se dit que c'est un combat qui est digne, mais qui porte ses fruits de plus en plus. Mais Mme Duhamel, c'est pas que... Mais on peut regarder quand même, là, on a fait des mouvements, des rassemblements à l'arrière. C'est pas moi. Je trouve que c'est un petit peu ingrat que les gens sont... C'est pas tout le temps, c'est pas la grosse foule, quoi. Oui, le combat que nous menons, c'est un combat pour la réparation contre le crime contre l'humanité qui a été commis pendant plusieurs siècles en Martinique, en Guadeloupe, enfin dans les colonies. Donc c'est un combat que nous menons depuis très longtemps. Nous sommes au 23e convoi. Donc le mouvement pour les réparations avance. Je n'y même pas à petit peu, mais avance sûrement, lentement, mais sûrement. Donc, nous avons chaque année un convoi qui est de plus en plus suivi. Et donc, ce mouvement est un mouvement qui a sa place. D'ailleurs, la réparation, maintenant, c'est mondial. Tout le monde en parle. Il y a des mouvements de réparation qui se mettent en place, des décisions dans les îles, partout. Et on en parle en Europe, on en parle en Afrique, on en parle aussi dans la Caraïbe et même aux États-Unis. Donc c'est un mouvement qui a pris de l'ampleur et que nous avons entamé bien avant d'ailleurs la loi Taubira, dans les débuts des années 90. Donc c'est un mouvement qui porte ses fruits et nous tenons justement à organiser des manifestations comme ça parce que il est important que notre peuple sache son histoire. Vous savez, cette histoire qui n'a jamais été dite à l'école, qu'on essaye de savoir au détour d'une activité qu'on a, on essaye de s'informer parce qu'on n'est pas tous des historiens. Moi, je suis une juriste, j'étais avocat pendant des années et c'est une histoire que j'ai fait en sorte de connaître un petit peu. Je ne suis pas une historienne, mais c'est important pour nous, au MIR, si on veut une réparation, si on veut l'adhésion du peuple, qu'il sache ce qui s'est passé, qu'il sache ce qu'ils sont, dans quelle société nous vivons et comment, effectivement, c'est nécessaire, la réparation. Donc, pour nous, oui. Voilà. Alors, justement, on va revenir sur ce que vous venez de dire. Les gens... Parce que les enseignants, enfin moi j'étais enseignant, je suis un professeur d'histoire, donc souvent nous avons ce qui s'appelle des instructions officielles, des bulletins officiels, etc., où il y a des programmes bien définis, mais rien n'empêche à l'enseignant de faire un effort d'investigation sur certaines périodes, etc., et puis rien n'empêche aux parents d'élèves non plus de faire des recherches. Est-ce que nous avons ce souci-là, le souci de la vérité, quoi? Nous ne l'avions pas avant, mais des associations comme la nôtre, qui parlons de réparation, de la nécessité. Des éveilleurs de conscience, en quelque sorte. Effectivement, nous sommes des éveilleurs de conscience. Et de plus en plus, il y a des historiens qui peut-être ne voyaient pas l'utilité, qui se laissaient aller un petit peu dans l'assimilation avec les programmes scolaires, et ils prennent de plus en plus conscience. Maintenant, il faut dire aussi, contrairement à ce que vous pensez, à mon époque, et même un petit peu avant, nous avions des Martiniquais qui commençaient déjà ce travail-là. Ouais. Ils n'étaient pas nombreux, ils étaient dans une mouvance indépendantiste, autonomiste. Voilà, il faut leur rendre hommage d'ailleurs. Masson, c'est quand même un monument sur ça. Donc il y avait déjà ce petit travail qui s'est arrêté à un moment. Une sorte d'assimilation. Et puis, brusquement, ça va repartir. Pourquoi? Parce que nous faisons des manifestations comme ça, où nous rappelons un petit peu aux Martiniquais d'où les luttes, comment les travailleurs agricoles ont lutté, mais dans des conditions terribles, dans une misère noire, pour parvenir à faire en sorte que nous soyons un peuple debout. Ils n'ont jamais lâché, jusqu'en 1974, ils ont payé de leur vie leur demande de conditions de travail décentes. Les événements de février 74, etc. Oui, février 74, mais ça commençait bien avant. Depuis les années 1882, il y a eu la première grève. C'était après, effectivement, la révolte. Les grèves marchandes ont commencé vraiment en 1884 aussi, mais en 1900, ça a été la grande grève qui a duré beaucoup et où il y a eu des morts, une dizaine de morts et plusieurs blessés.
et où malgré tout, nous avons vu le courage de nos ouvriers agricoles, le courage des Martiniquais. Il faut que les Martiniquais savent que nos ancêtres étaient des gens très courageux. Les tueries sont arrivées au début de la grève, le 10 février, peu après, et ces gens-là ont continué. Ils demandaient à l'époque une augmentation de salaire de 2 euros. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la chanson. Voilà. Et mais ces gens ils ont continué, malgré la mort, malgré les morts. Ils ont tiré leurs morts, ils ont continué la grève. C'est une grève marchande et ils sont allés jusqu'au bout. Et ils ont obtenu cette grève-là, cette satisfaction de 2 francs au bout de combien de jours, mais avec ces morts au milieu. Voilà. Alors on va quand même faire un petit flashback également sur ça. Alors là, on a parlé de ces grèves, etc. On a parlé également du monde agricole. Par exemple, le problème de la chlordécone, c'est un flash comme ça. Est-ce que ça vous a interpellé, bien évidemment? Bien sûr. Vous savez bien que je suis peut-être l'avocate en Martinique qui a déposé la plainte pour la Sopamar. Et donc, je connais ce problème-là très bien. Et je dis que, d'ailleurs, dans le comptage qu'on va faire, j'interviens sur le problème du chlordécone. Je m'interviens sur ce problème-là parce que nous disons, en fait, l'affaire du chlordécone, c'est dans la continuation du comportement des planteurs biquets. C'est tout à fait parce que dès le départ, ça a été des tueries. Toutes les grèves ont été jalonnées de morts et de blessés. Morts, blessés, à chaque fois. Et en Chalvet, pareil. Morts, blessés. Donc, à chaque fois qu'il y a eu des revendications salariales, des revendications pour les conditions de travail des salariés et des ouvriers agricoles, il y a eu des tueries. Et nous arrivons maintenant à cette affaire de chlordécone où on se dit, mais en fait, ce n'est pas surprenant que les béquets aient fait des pressions au niveau du gouvernement, qu'ils aient obtenu de la possibilité de mettre ce poison dans nos sols. C'est dans la continuité de la considération avec laquelle ils tiennent les ouvriers. Ils pensent que ce ne sont pas des gens dont on doit se soucier de leur sort, des sous-hommes. Donc, ils ont pu mettre ce poison dans le sol parce qu'ils n'ont pas de considération pour les Martiniquais et pour les ouvriers de leur plantation. Voilà, donc on va explorer. Alors, mesdames et messieurs, tenez-vous bien. Donc, nous parlons là actuellement d'un grand beau comptage, donc qui a fait par côté l'espace Bocanal. Vous allez connaître rive droite, donc Bocanal. Ça va se dérouler le 25 mars. Autrement dit, le 25 mars, ça tombe samedi. Samedi prochain. Samedi qui vient. Donc, de 8h30 à 16h30. La thématique, les luttes des ouvriers agricoles de Martinique, fer de lance du combat pour la liberté et la dignité. Alors, programme, nous accueillis, etc. Musique Charlie Labessi, on connaît. Et Wilfried Fontaine, qui est un ami, c'est un prof de philo qui fait de très 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 belles choses, qui écrit c'est un militant, on va dire ça également. Alors, ouverture de la manifestation, Garcia Malsa, président du MIR. Quoi de plus normal? Oui, parce que c'est toujours ça. Toujours au combat, évidemment. Ça se fait, cette manifestation se fait sous l'égide du MIR. Le MIR a l'habitude, effectivement, de rendre hommage aux luttes des ouvriers agricoles. Là, on les a toutes rassemblées, parce qu'on aurait pu rendre hommage en février 1974, mais on s'est rendu compte que la plupart des grèves avaient lieu en février. Février 1974, février 1923, février 1948, février-mars aussi au Lamentin en 1961. Donc il y a eu à chaque fois, à l'ouverture de la saison de la récolte, voilà, ça, il y a des grèves. C'est la période et la plupart, donc on les a toutes, on a tenu à montrer la constance si vous voulez, du comportement des béquets qui tuaient à chaque fois les gens. Et puis malgré ça, la constance des ouvriers agricoles pour exiger. Et c'est pour ça qu'on dit fer de lance de la liberté, parce que ce sont des gens qui se sont vraiment battus malgré l'arbitraire béquet, aidés en cela, parce que chaque fois ils se faisaient tuer par la maréchaussée. Les gendarmes ont tiré, et même l'armée. En 1900, c'est un détachement de militaires qui a tué ces 10 personnes. Donc après, ça a été les gendarmes. Après, ordre du préfet, évidemment, il faut préciser. Oui, ordre du préfet. Mais il y a, si vous voulez, il y avait collusion entre les planteurs et l'autorité publique, le pouvoir public. Donc le préfet donnait l'ordre, il y avait la maréchaussée, et chaque fois, il trouvait en face d'eux une horde d'ouvriers agricoles déterminés à se battre pour obtenir le minimum vital. Parce qu'ils se battaient pour quoi? Ils se battaient pour 2 francs en 1900, c'était pour pouvoir donner à manger à leurs enfants. C'était des gens qui vivaient dans une misère, vraiment une misère terrible. Alors, nous avons l'ouverture avec Garcia Malsa, etc. Alors là, c'est très important, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, c'est Madame Rolande Bosphore,
qui a parlé justement de la tuerie de Bassignac, vous vous rappelez, l'impact et le poids des institutions politiques et économiques sur les luttes ouvrières agricoles, qui est enseignante, etc., je ne sais pas si elle est à la retraite. Mais là, est-ce que le dialogue sera possible? Est-ce que les gens pourront l'interpeller? Ah, bien sûr, c'est un beau cantage. C'est un beau cantage. Il y a un débat, hein, il y a un débat, et on veut d'ailleurs, parce que ce qu'on veut au niveau du MIR, on se bat pour la réparation. Et on ne peut pas se battre pour la réparation sans savoir ce qui s'est passé, pourquoi on demande réparation. Ouais. Et ces luttes-là nous montrent exactement comment c'est nécessaire d'être réparé, comment on a lutté pour avoir un minimum et comment c'est nécessaire. Le comportement des planteurs béquets, le comportement de l'État, les personnes qui ont perdu leur vie nous montrent qu'on n'a jamais lâché et que le combat que nous menons, c'est dans la continuité de ces gens-là. C'est vraiment eux, nos ancêtres, qui nous ont appris à avoir cette ténacité, à avoir cette volonté de combattre. Voilà, cette persévérance. Alors, Roland Bosford, donc, il va faire son exposé, il y aura un intermède musical avec Abel et Belle. Et alors là, un grand témoin, parce que là aussi, vous aurez sur place des gens qui vont témoigner, autrement dit, des acteurs directs, on va dire, des manifestations. Oui, oui. Je vois le nom de monsieur Ludovic Loury. Oui. Monsieur c'est mon Mike côté ça. C'est mon Mike que Gao se connaît très bien. Renom, évidemment. Moi, ça avant qu'il communique précisément, mais il était dans la grève, il était bien la grève, toute la grève à partir des années 50. Et Keibanou, quel était le sentiment à l'époque, comment il était qu'à vivre, comment il menait la grève Lavigny, les péripéties connaître, etc. Mais en live, c'est-à-dire il a dit nous ça il vit vraiment. C'est très important ça. Oui. Des mémoires vivantes, c'est pour là qu'on parle quoi. Ouais. Alors on aura d'autres grands témoins, bien sûr que on n'a pas mis les noms là parce que on attend qu'il nous confirme, mais on aura déjà M. Sérénus du collectif des ouvriers agricoles qui va être présent, effectivement, puisqu'il a fait ce collectif. On va poursuivre également avec Alain Yerso, pendant qui va parler de la recherche de l'organisation ouvrière. Parce qu'avant, le monde ouvrier n'est pas tellement organisé. Hein. C'est petit à petit que la notion de syndicat, les gens allaient dans... Et puis, ça fait un problème d'alphabétisation aussi. Voilà, bah oui, ils étaient esclaves, l'esclavage n'est pas loin, même maintenant l'esclavage n'est pas loin, avec la volonté des planteurs de ne pas faire en sorte que les Noirs soient instruits. Ça a duré longtemps après l'esclavage. Il a fallu se battre pour arriver à ce qu'un certain nombre de Martiniquais, que ça commence à aller, qu'on fasse de l'instruction pour eux, mais avant c'était de l'illettrisme. Mais vous vous rendez compte, ils ne lisaient pas, ils n'avaient pas de... Mais ils étaient déterminés. C'est pour vous dire comment nos ancêtres étaient forts. En 1900, quand ils ont commencé cette grève, ils étaient tous pratiquement sans analphabètes. Mais oui, parce que Mme Bosford n'arrivait pas à comprendre comment ils sont arrivés à s'organiser. Oui, c'est que c'est vous qui avez Québec, c'est vous qui avez travaillé. Et ils souffraient énormément. Souffraient. Ils étaient sur des plantations où on leur imposait ce fameux caïdon. Dont ils ne pouvaient acheter avec le revenu qu'avec l'argent donné par le béquet. Et dans la boutique du béquet, lequel béquet faisait en sorte qu'il n'arrive même pas à acheter. Donc l'argent n'a pas sorti, quoi. Non seulement ça ne sortait pas, mais il les affamait carrément. Donc Alain Yerso, il y aura la ronde d'Amier, évidemment, la musique d'Amier qu'on est by nous, ou qu'il y ait d'autres grands témoins, il n'y a pas été précisé. Et alors là, il y a une personne aussi qui fait un travail considérable, c'est Valériane Edmond Mariette. Donc, c'est une jeune historienne, mais qui s'intéresse à la musicologie en particulier. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est également bon d'inclure des jeunes, parce que Valérie, c'est une jeune femme. Nous sommes très contents de la voir, d'avoir cette intervention, parce qu'effectivement, dès que je vous ai parlé de la grève pour 2 fois, vous avez chanté Michel Panébal 2 fois. Et il y a eu d'autres chansons. À chaque grève, c'est pour vous montrer la richesse de nos ancêtres, la richesse du monde de notre société. Mémoire des luttes ouvrières à travers les chansons, elle va reprendre des textes, etc. Voilà, je pense peut-être que ça sera même illustré. On se tournait en dérision. À l'époque, on tournait tout ça en dérision, mais c'était très sérieux, parce qu'on perdait la vie. On continuait à combattre, et malgré ça, on avait cette dérision-là quand même, cette manière de regarder des choses, et c'est pas commun, tout le monde, ils ne prenaient pas peur, ils avaient peut-être un peu peur, mais ils regardaient ça de haut, au point de refaire des chansons, c'est formidable, nous sommes un peuple extraordinaire, il faut que les Martiniquais sachent que nos ancêtres étaient extraordinaires. Et que nous devons être fiers d'eux et puis être dignes d'eux aussi. Être dignes d'eux, c'est important. Alors évidemment, après l'intervention de Valérie, etc., il y aura des débats, évidemment. Et il y aura également un intermède musical avec la N4, Tambou Bokanal, Suzy, Singag, et bien évidemment Kolobast, dont on connaît également l'attachement à ces choses-là.
Déjeuner sur place, c'est possible chez... Ah oui, Jean-Yves. Je connais ça, mais la manger le dimanche. Ah, donc cela, c'est bien couvert. Donc, vous avez une capacité d'accueil Jean-Yves? Bon, je sais pas, je peux pas dire, hein, je peux pas dire comme ça, mais ça peut aller peut-être jusqu'à 100, 150, 200, je sais pas. Je n'ai pas idée de manière précise de la capacité d'accueil de ce lieu. Donc ça c'est 13h, nous allons déjeuner, et puis l'après-midi à 14h, alors là, tu interviens. L'empoisonnement des Martiniquais et Guadeloupéens, on en a parlé, puisque je n'avais même pas encore suivi, mais c'est un élément très 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 important. Oui. Alors là, est-ce que vous avez prévu à ton intervention, est-ce qu'il y a des diapos, des bagues qui ne passent pas ni dynamique tard, parce qu'il faut, tu sais, maintenant, il faut... Oui, on peut avoir des diapos, mais enfin, l'intervention que je vais faire, je ne pense pas que je vais recourir aux diapos, parce que, en fait, on est dedans. La lutte contre le chlordécone, on est dedans, là. On se bat là en ce moment contre le fameux non-lieu qui a été prononcé à Paris. Et on se bat aussi pour que que ce crime-là soit vraiment reconnu et que tous les Martiniquais puissent agir en justice. Donc, on est au cœur de la lutte. Mais ce que je voulais, en terminant par cette histoire du chlordécone, je voulais bien démontrer aux Martiniquais que cette histoire du chlordécone découle de tout ce qui a déjà été fait en amont, de tout le comportement des nantis, des béquets vis-à-vis de nous. Que ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose qui était à prévoir et que nous, peut-être que nous ne nous méfions pas assez, mais il faut que nous cessions d'avoir des comportements angéliques envers ces gens-là. Parce que pourquoi? Après avoir utilisé la maréchaussée, après avoir tué un petit peu tout le monde, chaque fois qu'il y avait une grève, chaque fois qu'on demandait un minimum, oui. Et c'est au travers de cette histoire du chlordécone que j'ai appris que après 1974, même après 1974, où déjà on demandait aux béquets de mettre fin aux pesticides, après ça, les béquets ont continué à faire travailler des Martiniquais, des ouvriers agricoles, sans gants, sans aucune protection, à mettre ce poison dans la terre. Donc les ouvriers agricoles sont particulièrement touchés, ils étaient en direct avec le poison. Et donc, il faut que les gens comprennent qu'on cesse de jouer au chat et à la souris. Il y a un problème de domination qui a entraîné l'empoisonnement de la Martinique. Et ce problème remonte depuis l'esclavage. Ça a eu lieu pendant tout le XXe siècle, puisque à partir de 1900, tout le XXe siècle, on a eu cette domination. Ça a abouti à quoi? Ça a abouti à l'empoisonnement. Donc maintenant, on est au pied du mur. Il faut maintenant qu'il y ait des gens qui payent parce qu'on ne peut pas laisser mourir une population parce que nous sommes tous atteints. Évidemment, c'est une forme de génocide par extermination, on va dire. Nous tous, ni chlordécone en nous. Donc il faut réfléchir sur un tas de choses. Il faut qu'il y ait des indemnisations, que les ouvriers agricoles, parce qu'ils ont fait beaucoup de démarches, je tiens à le dire, et ça c'est vraiment à leur crédit, ils sont allés un petit peu voir les gouvernants, voir les partis politiques, et ils ont obtenu que le cancer de la prostate, qui est lié effectivement au chlordécone, soit reconnu comme une maladie professionnelle. Bon, c'est bien, mais les conditions dans lesquelles ils ont reconnu ça, c'est pas satisfaisant. Parce qu'il faut 10 ans de travail sur une exposition pendant 10 ans, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que les gens tombent des fois malades quand ils mettent directement le produit avant. Donc, c'est pas tout à fait ça. Et ce que nous voudrions, c'est que tout le peuple martiniquais, tous ceux qui sont morts, pas seulement d'un cancer de la prostate, parce que c'est facile. Là encore, c'est toujours on essaie de diminuer les effets. Mais je pense que beaucoup de cancers, parce qu'il y a une multiplication des cancers en Martinique, cancer du sein, cancer de l'estomac, cancer de la vésicule biliaire, tout ça c'est lié à cette exposition. Mais Madame Dion, il y a un truc qui m'interpelle un petit peu. Pourquoi il n'y a pas de médecin? Vous n'avez pas fait venir un médecin dans cette classe? Ce serait bien aussi, pour illustrer tout ce que tu dis sur eux. Oui, mais nous sommes dans un sujet où la médecine n'avait pas tellement à intervenir, sauf que nous faisons souvent intervenir Madame Jospélage dans pas mal dans d'autres manifestations. Oui. Il me disait que il y a longtemps qu'il a fait de ce truc. Oui, absolument. Mais le sujet, c'était surtout montrer la lutte. Toutes nos luttes pour la dignité. Comment ça a commencé et comment jusqu'à présent elle continue. Et la dernière phase maintenant, c'est le fameux la coup contre non-lieu. Que tout le monde regarde un petit peu. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est ça. Nous sommes dans des dernières phases de cette lutte-là. C'est la lutte pour la vie qui est en ce moment-là. La coup contre non-lieu, c'est ça. Nous luttons pour la vie, pour la reconnaissance de cet empoisonnement et pour qu'on trouve des solutions pour en être débarrassé. Mais justement, Mme Diamel, pendant nous là, est-ce que tu penses,
ça n'engage que toi. Est-ce que tu penses que la population martiniquaise même est consciente de la gravité de ce problème-là? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'elle ne soit à un pourcentage élevé. Il y a peut-être entre 20-30%, mais je pense que la population sait qu'il y a un problème. Elle sait ça, elle sait qu'elle court un risque. Mais de manière curieuse, c'est une population c'est des gens qui ont déjà tellement subi. On a déjà tellement souffert, on a déjà tellement accepté. On a déjà tellement accepté qu'il y a chez nous une forme d'incrédulité. Chez eux, il y a une incrédulité. Ils se disent, mais est-ce que vraiment on va mourir? Est-ce que vraiment on va avoir le cancer? Est-ce que vraiment on va avoir les maladies neurodégénératives qu'on nous annonce? Parce que les maladies de Parkinson, les Alzheimer et tout ça. Ils se posent des questions. En fait, ils sont dans une sidération. Mais c'est dur parce que il faut leur faire sortir de cette sidération. Et ça, il faut trouver un moyen. Il faut continuer à militer, il faut informer. C'est pour ça que vous avez raison qu'il faut faire des manifestations. Bon, là, nous parlons de la dignité et de la liberté, mais il faut faire d'autres manifestations avec les médecins, que les médecins qui sont en contact s'impliquent d'ailleurs. Il y en a beaucoup. Au niveau du collectif, nous avons pas mal de médecins. Enfin, nous avons déjà Mme Jospélage, que je remercie, c'est une femme extraordinaire, qui s'implique, qui parle, qui nous donne plein d'informations sur les effets du chlordécone. Mais il faut continuer le combat et il faut que les gens sortent de cette sidération. Il ne faut pas croire que le chlordécone va épargner votre voisin et puis vous et puis votre voisin. On est tous impliqués dedans et tous on a une dose de chlordécone au point que on vous dit que pour faire des réclamations, il faudrait que vous ayez un taux supérieur à, je crois, 0,4, je sais pas quoi. Et ce qui est ridicule, parce que ce taux 0,4, ça peut varier Mais bien sûr, d'un individu à l'autre. Ouais. Voilà. Alors, on est dans la dernière ligne droite. Là, présent, je le répète, donc pas oublier, maman, là, Bocontage, le 25 mars, samedi, Gavin Lam, donc à l'espace Boconal, vous connaissez, rive droite, de 8h30 à 16h30, qu'il y a des petits bagailles, intervention historienne, intervention artistique, l'intervention toute qualité bagaille, et puis s'occuper des témoins également vivants. Alors, Madame Claudette Duhamel, je te laisse le micro. Tu as 1 minute 30 secondes, si tu veux, pour parler aux gens vraiment, pour inviter à demain. Alors, je vais prendre créole parce que c'est vernaculaire. Moi, je dis dans bagaille. Nous, dans une situation, il que nous ne pouvons pas retirer. Il faut que nous avancions. Pour nous avancer, il faut que nous prenions conscience de ça nous y est. Et bien, je pense que c'est en cette nuance, ces moments-là, c'est agriculteur, c'est ouvrier agricole là, qui gomba, qui mène des terribles contre le système éthique, l'humanité, je sais qu'à dénier le droit de vivre décemment, c'est mon temps mener un combat terrible, alors qu'il n'y a pas même ni moyen, il n'y a pas qu'à disposer du 10e de tout ça, et il y a mené un combat à bas nous. Il y a nous l'exemple là, donc il faut que nous pas baisser les bras. Nous avons un problème, chlordécone qu'a posé à présent, nous pour reprendre là, nous pour faire savent que parce qu'effectivement, c'est un combat qu'a mené contre les grands de ce monde. C'est bien l'État français qui reconnaît et puis les grandes plantations, des grands casse-béquets. Nous savons ça, ils fait. Donc, il faut que nous mettions comme nous pas nous prendre revanche contre eux, mais dire en bagaille. À présent, il faut que les autres mettez que les autres doivent et puis nous, il faut que les autres payent, il faut que les autres fassent en sorte que Martinique avance. Il faut que nous-mêmes nous mettions comme nous. Si nous ne pas mettons comme nous, ça, personne ne peut y mettre. Ce n'est pas l'État qui prend un combat nous, ce n'est pas personne, c'est nous qui menons un combat. Au travers, ça nous a dit les luttes. Et puis l'exemple lutte, c'est maman il a mené nous en amont. Merci beaucoup. En tout cas, merci tout le temps, Maïla, merci également tout mouvement à l'international pour les réparations. Petit coucou à Garcin. À très bientôt sur TV, bien sûr. Merci beaucoup.